Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de La Belle au bois dormant, un film de 1959 réalisé par Clyde Geronimi, Les Clark, Erik Larsson et Wolfgang Reitman. Il est adapté, je pense très librement, des versions du conte de La Belle au bois dormant de Charles Perrault, 1697 et des frères Grimm 1812. Il a été réalisé avec 6 millions de dollars et il en a rapporté 7,7 millions à sa première sortie. C'était en quelque sorte un échec pour Disney qui avait mis beaucoup d'argent dessus, mais au final avec ses nombreuses ressorties, il a ramassé 51 millions dans le monde. Il dure 1h16 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est une sorcière qui n'a pas d'amis et qui décide de faire chier tout le monde. Du fait qu'elle n'a pas été invitée, Maléfique décide de maudire l'enfant du roi et de la reine. Mais des bonnes fées vont tenter de protéger l'enfant en la cachant jusqu'à ce que la malédiction se casse. Donc, critique de La Belle au bois dormant, un petit peu difficile parce que je n'avais pas vu beaucoup le film. C'est un film qui est déjà un petit peu plus orienté pour les garçons, là où Cendrillon était très orienté pour les filles. On a droit à une histoire linéaire, avec des ellipses bien sûr, pour enlever les passages de l'enfance d'Aurore. On va droit au but en quelque sorte. Mais au final, dans le scénario, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de réel conflit manichéen tout au long du récit. Je me suis pas senti très impliqué jusqu'à la fin, où là, à la fin, il commence à y avoir du conflit. Il arrive très tardivement en fait. C'est une histoire qui, à mon sens, est épuisée, puisqu'il est issu de contes où on a encore une fois une belle princesse à sauver. Conte d'ailleurs, on a une ouverture de livre, ça c'est très classique. C'est un film qui est, on va dire, plus réaliste, avec des personnages humains. Aurore, c'est vraiment la Blanche-Neige et Cendrillon qui ont été réutilisés, mais c'est quand même un personnage un peu plus mature que Blanche-Neige. Et par rapport aux précédentes femmes, elle est extrêmement sexy. Bon, je dirais même que c'est une bombe. Elle a un regard particulièrement travaillé, elle provoque le désir, et c'est tout à fait ça, parce que le prince Philippe, lui, il arrive tout de suite, dès qu'elle pointe le bout de son nez. J'ai l'impression que ce personnage est un petit peu entre deux pour plaire aux adultes et aux enfants, mais je trouve que ça marche carrément mieux avec les adultes, Aurore. Mais par contre, elle est complètement passive. Hein. Mais passive complètement, mais comme Blanche-Neige et Cendrillon. Mais ce n'est pas du tout le cas du prince Philippe, du prince de Lu, comme je l'appelle, parce que c'est l'actionneur, le prince Philippe. Il est là, il est un petit peu moins vide que les versions précédentes de Cendrillon et Blanche-Neige, encore une fois, où les princes n'avaient carrément pas de nom, ou alors il y en avait, mais franchement, je m'en souviens plus. Ici, c'est un homme d'action, quelqu'un qui entreprend, comparé au concept de prince dont je parlais. Ici, il est vraiment en relation de rébellion avec son père, c'est un homme guidé par ses désirs, puisqu'il est aussi sur le dos de son cheval, qui est aussi qui est un animal, lui c'est également un animal. Et le baiser du prince, subjugué par la beauté d'Aurore, est une forme de, comment on pourrait appeler ça, une sorte de victimisation sexuelle de la femme par un homme obsédé par sa beauté physique au détriment de sa personnalité. Il en a rien à foutre de la personnalité d'Aurore, il est complètement séduit par la voix, tout ce qu'on dégage extérieurement. Et c'est pour ça le personnage de Aurore, c'est quelqu'un de complètement vide et de passif. C'est tout ce que Prince Philippe a à voir et il s'en contente très bien. C'est pour ça que c'est très sexiste aussi Disney dans certains de ses films, et ici c'est le cas. Par contre, il y a une scène de rencontre avec le prince qui est assez semblable à celle de Blanche-Neige, et encore une fois, chez moi, je sais pas pourquoi, mais ça fait mouche, mais à fond la caisse. Je pensais pas à ce point-là, c'était exactement comme la scène de Blanche-Neige. Moi, je sais pas, là j'y suis sensible, voilà. Dans cette espèce de rapport de force, je sais pas trop, c'est ultra guimauve la rencontre. C'est vraiment des couples creux, clichés, leur traitement psychologique est même réducteur, mais avec ce ballet de Tchaïkovski, je crois, repris par Georges Brassens, c'est extrêmement poétique. Et moi ça m'a fait mouche, moi j'étais super sensible à ça faisait vachement du bien. Voilà, on a envie d'aimer quand on voit des séquences comme ça, c'est vraiment le cas. Nous avons les trois fées marraines, Flora, Pâquerette et Pimprenelle. C'est des caricatures de grand-mère, l'équivalent de ce que nous avions déjà eu dans Cendrillon. La notion de marraine, la fée
mais en triplé dans ce cas-là. Elles sont un peu les éléments comiques du film, ce sont des fées du ménage, avec la robe qui change tout le temps de couleur, ça c'est plutôt pour les filles, parce que moi je trouvais que c'était un petit peu chiant. Voilà, avec ces deux fées qui arrêtent pas de se battre, je crois que c'est Paquerette et Flora. Ça c'est des trucs de filles, hein, parce que alors là les garçons... Les mecs ils sont pas intéressés par ça et c'est vrai que j'ai jamais été intéressé par ces personnages là. Par contre il y a un personnage complètement charismatique, c'est le personnage de Maléfique. C'est la méchante, un prolongement de la reine sorcière de Blanche-Neige, complètement macabre, avec une magie noire, c'est une espèce de vampire géant. Voilà, Maléfique c'est la grande méchante de l'histoire. Elle est absolument divine, de charisme, malgré une présence à l'écran très réduite finalement. Il est d'ailleurs assez amusant de constater que le personnage a servi d'inspiration pour Jafar d'Aladin, clairement. C'est une femme qui est très grande, qui est très mince. C'est un méchant qui est vraiment bien abouti. Par contre, la façon dont elle déclenche justement les maléfices et tout ça, mais c'est tellement bidon. L'excuse bidon. Ne pas avoir été invité. Oh, alors qu'est-ce que ça doit donner avec autre chose, hein? Sa vengeance ne prend qu'une seule justification, la méchanceté gratuite. Voilà, donc c'est la pure méchante. Et il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'elle a un corbeau pour pouvoir exercer une activité d'espionnage, qui semble d'ailleurs un peu surprenante parce que c'est une sorcière très puissante et elle a besoin d'un corbeau, c'est-à-dire d'un être physique pour aller se déplacer et espionner, alors qu'elle, avec tous ses pouvoirs, elle pourrait trouver Aurore très facilement. En fait, sa force est diluée grâce, ou à cause, ça dépend comment on le voit, à ses sbires, des espèces de cochons, et à son corbeau. Maléfique et son bestiaire fait un peu penser à ce que nous allons avoir dans Taram et le chaudron magique, qui est un film des années 80, donc on n'y est pas du tout encore, mais déjà à ce moment-là, on avait quelque chose qui sera repris par la suite. On a bien sûr la scène du dragon qui est très impressionnante. Ce combat est la représentation, je pense, la plus directe du bien et du mal, assez rare. Une telle représentation aussi forte quand même chez Disney, et ça fait beaucoup de bien. Alors là, les garçons, ils sont rassasiés, mais quand je l'ai vu, c'est ultra rapide, la confrontation avec le dragon. C'est quelques plans et hop, le dragon il se fait tuer un petit peu trop facilement. Voilà, d'un coup de baguette magique, hop, il meurt. C'est de la merde, tout simplement. C'est de l'arnaque totale. Mais de toute façon, Maléfique, c'est l'élément le plus marquant, que ce soit sa tenue, sa personnalité ou sa métamorphose en dragon. Et bien sûr, métamorphose, transformation, mutation, c'est quelque chose qui est très régulier chez Disney. Et encore ici, nous avons des transformations de couleurs, des transformations en dragon, transformations en pierre, du corbeau. Nous avons beaucoup de transformations pour notre plus grand plaisir. C'est un film qui était très coûteux. C'est un film qui a duré très longtemps pour sa conception. 6 ans. On a eu l'utilisation de la caméra multiplane, une utilisation de la rotoscopie, j'en avais déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire on capture avec une caméra à 35 mm des acteurs pour redessiner des contours, pour avoir des personnages plus réalistes, pour faire bref, une sorte de performance capture avant l'heure. C'est un petit peu ça, donc on dit oui, performance capture, c'est innovant et tout ça. Non, déjà en 1950, ils faisaient de la rotoscopie. Et je crois même avec Blanche-Neige et les 7 nains. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est aussi avec Blanche-Neige. Donc franchement, la performance capture, faut pas croire que c'est un élément nouveau. Ça a été peaufiné avec le temps, mais ça existait déjà dans ces années-là. Et nous avons aussi un format qui est le Technirama, qui permet justement d'avoir une image qui n'est plus du 4/3, donc une image un peu carrée. Nous avons ici une image vraiment de cinéma avec un système stéréophonique pour le son. Vraiment, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et c'est aussi malheureusement le dernier Disney à utiliser les celluloïdes ancrés à la main. Il tentait en fait d'atteindre le réalisme ultime. Il est artistiquement gothique et stylisé. Ça ressemble un peu à un art médiéval, mais je pense que le style graphique me fait un peu penser à ce qu'on pourrait avoir dans les vitraux médiévaux. Ces couleurs très découpées, ces longues lignes verticales, ces perspectives planes, des peintures du début de Renaissance. Du coup, ça a modifié le dessin des personnages, je pense. Ils ont fait un travail de recherche pour donner une teinte au film. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé les décors et après ils ont adapté le dessin des personnages. À l'inverse des productions précédentes où c'était plutôt les personnages qui prenaient le pas sur le décor. Mais là je pense qu'il y a un gros travail de décor. C'est un choc visuel assez évident. Il y a une incroyable rigueur du trait de dessin. Un choix de dessin malheureusement que je n'aime pas. Je préfère Merlin l'Enchanteur
pour rester dans le Moyen-Âge, c'est un décor qui insuffle au film une austérité, en quelque sorte, qui rend après impossible à mettre en œuvre pour rendre les personnages vivants. C'est trop austère, c'est trop froid. Même si c'est beau, ça reste beau, mais c'est quand même assez froid. C'est une très bonne animation, mais encore différente du précédent et qui sera différente du suivant. En fait, c'est un peu un mix, un étrange mix, ce film-là. La morale de ce film. Alors l'amour véritable conquiert tout. La méchanceté pure et les différentes classes sociales, les notions de mariage médiévaux, tout ça est balayé par l'amour. C'est une promesse éternelle de résurrection à travers un baiser brisant un sommeil léthargique. C'est exactement comme dans Blanche-Neige. La seconde vie, concept intéressant et récurrent chez Disney. Le thème central, le mariage arrangé, mais c'est toujours aussi sexuel. Alors là, le fuseau, le sexe, on peut faire des ponts facilement, qui, en le touchant, du fait que ce n'est pas encore le vrai amour, pourrait la paralyser et la mettre dans le coma. Voilà, donc le sexe, c'est dangereux, faites attention les enfants. Avant le mariage, Enfin, avant le mariage. Oui, c'est un peu ça. Enfin, c'est en tout cas ce que veut nous montrer Disney. On est en 1959, hein, attention. Hein. Mais ça reste un film trop féminisé à mon goût. Le film trie malgré lui son public. C'est ça. Se présenter aussitôt comme une œuvre destinée aux adultes plutôt qu'aux enfants. Ce sera pas la dernière fois d'ailleurs. Alors c'est un film qui a eu 2 doublages, un en 1959 et un en 1980. Je n'ai pas écouté la version de 1959, moi j'ai eu celle des cassettes bien sûr. Mais il y a eu avec ce film une importante campagne publicitaire. Déjà à l'époque on faisait beaucoup de publicité pour les films. Mais ce n'est un film, comme je l'avais dit, qui n'a pas eu un succès important, mais qui a marché au fur et à mesure de ses ressorties. Et on lui reprochait, les critiques de l'époque, sa mièvrerie, sa froideur, son arrogance. Et en France, alors ça très important, en France, ce film marqua le début d'un acharnement constant de la critique envers les productions Disney. Or, suite à cela, il y a eu une remise en cause du studio. Pour eux, les contes de fées, c'est terminé. Ce n'est plus fiable. Et le film a été renié carrément par Walt Disney. C'est ultra violent, le truc. Il faut, selon eux, s'adapter aux nouvelles attentes du public. Des histoires d'enfants, de chiens et d'animaux. Et c'est précisément à ce point-là qu'il y a un changement chez Disney important qui va tout faire basculer. Avec de nouveaux réalisateurs, de nouvelles histoires. Cela passe aussi par une période de licenciement, malheureusement, des animateurs qui avaient plus de 20 ou 30 ans de métier ont été licenciés. Donc c'est un film qui, avec son échec, a sonné glas pour certains et qui a promu d'autres à des postes plus avancés. C'est un film important puisqu'il crée un changement, mais ce n'est pas un film que j'ai apprécié. Il y a une lourdeur du détail, les détails s'empilent en fait dans le dessin, avec des arrière-plans sans fin. Ce film est fait avec de grands espoirs, mais au final c'est un peu une déception. Tout est là, mais ça ne prend pas avec moi en fait. Je comprends le côté du chef-d'œuvre d'animation qu'on dit aujourd'hui, mais critiquement et subjectivement parlant, c'est un film qui me laisse de marbre. C'est pas un film de Disney que je revois avec une espèce de frénésie, de nostalgie à fond la caisse et tout ça. Non, j'ai plus apprécié revoir Pinocchio que ce film-là, clairement. Et par contre, j'ai aussi beaucoup parlé des personnages, j'en suis désolé, mais ce sont d'eux qui découlent les situations. Je l'ai déjà dit pour d'autres critiques, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme note ? Je pourrais lui mettre un 13/20, parce que faut pas être aveugle quand même, graphiquement, c'est très très beau. Y a de bonnes scènes, c'est bien fait, mais je pourrais même baisser. Mais après, vous allez me vilipender. Non, je vais lui laisser un 13/20. Rien que pour la scène avec le dragon. Rien que pour le dragon, je crois que ça mérite quand même de garder une note convenable. Mais il y a beaucoup trop de détails, les personnages sont bancals, et au bout d'un moment, on s'emmerde, voilà. On s'emmerde, pour moi c'est le cas. Alors j'espère que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à en parler, à discuter des différents points que j'énonce. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé cette critique ou le film, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'avoir suivi et de continuer à me suivre, ça me fait super plaisir. Je vous dis bonne journée, bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!